Une semaine avant Noël, j'ai entendu ma famille planifier comment m'humilier devant tout le monde et me jeter dehors de la maison. Alors j'ai changé mes plans. Le 24 décembre, maman a appelé, « Tu es où ?» J'ai ri et je lui ai dit de ne pas m'attendre pour le dîner. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu écrives dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes, et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Sabina de la Vega, j'ai 28 ans, et jusqu'à exactement 3 semaines, Noël était ma période préférée de l'année. Je l'associais à l'odeur du sapin, aux lumières brillantes, au punch choé, même si ça paraît naïf, à l'espoir que ma famille, pour une seule nuit, arrêterait de me voir comme une erreur de calcul. Mais le Noël de cette année ne sera pas comme ça. Ce Noël sera le rappel du jour où j'ai découvert que mon propre sang, les gens qui sont censés m'aimer inconditionnellement, planifiaient activement ma destruction en public. Tout est arrivé un mardi, le 18 décembre. J'avais conduit ma vieille petite voiture depuis mon petit mais lumineux atelier à Cholula jusqu'à la forteresse de mes parents à la Vista Country Club. Forteresse est le mot correct, une de ces maisons modernes de Puebla, en marbre blanc et vert fumé, conçue plus pour impressionner que pour accueillir. La pelouse était d'un vert tellement parfait qu'elle semblait radioactive, et les murs étaient assez hauts pour cacher les cris, les déceptions et les secrets. Je suis arrivé tôt, vers 16 heures. Naïf comme toujours. Mon camion venait chargé, non pas de valises, mais de boîtes, des boîtes de velours noir qui contenaient les cadeaux que j'avais passé les 3 derniers mois à dessiner et fabriquer à la main. Des pièces uniques de Corazon de Plata, ma marque de bijoux artisanaux, ma fierté, ma vie, et pour ma famille, mon hobby honteux. Je portais l'espoir idiot et têtu que cette année, en voyant la qualité, en sentant le poids de l'argent pur, il comprendrait enfin. Que enfin il me verrait. La maison était silencieuse, à part le murmure des préparatifs. Je n'ai vu personne. J'ai traversé le vestibule, un espace tellement grand et froid que tout résonnait. Je me suis dirigé vers le bureau de mon père, Germain. Sa voix, toujours un tonnerre d'autorité, vibrait à travers la lourde porte en acajou fermée. J'étais sur le point de frapper. Ma main était en l'air, les jointures à quelques centimètres du bois. Quand j'ai entendu mon nom, je me suis figé. Ce n'est pas mon nom qui m'a arrêté, c'est le ton. C'était la voix de ma mère, Léonore. Sa voix, d'habitude mielleuse et contrôlée, celle qu'elle utilise pour ses événements de charité, était maintenant froide, tranchante, comme un scalpel. Point. C'est la seule façon, Germain, je te le dis. Elle doit le comprendre une bonne fois pour toutes, et ça doit être devant tout le monde. Une humiliation publique est la seule manière pour qu'elle arrête son cirque et qu'elle revienne enfin à la raison. Un frisson m'a descendu la colonne vertébrale et s'est installé dans mon estomac. Humiliation publique. Ma mère, mon père a soufflé, agacé. Un son de fatigue et d'ennui. Comme tu veux, Léonore, tu m'énerves avec ce sujet, mais assure-toi que ça marche. J'en ai marre des questions idiotes de mon associé sur ce que fait cette fille de sa vie. Mon cœur a commencé à battre fort, comme un tambour sourd dans mes oreilles. Il ne parlait pas d'une conversation de famille, ce n'était pas une intervention pleine d'amour. Il planifiait une exécution, et moi, avec ma stupide boîte de cadeaux, j'étais l'invité d'honneur. Pour que vous compreniez l'horreur de ce moment, vous devez comprendre qui sont les de la Vega, ou plutôt, qui ils pensent être. Dans le cercle social de Puebla, le nom de la Vega signifie 2 choses, l'argent et le béton. Mon père, Germain de la Vega, 62 ans, est un titan de la construction, un homme à l'ancienne, dur et sûr de lui. Pour lui, le monde se divise en 2, les choses qui sont rentables et les choses qui sont des stupidités. Si tu ne peux pas construire un immeuble avec, ou si ça ne te donne pas un rendement de 20% par an, c'est une stupidité. Point final. Ma mère, Léonore, 60 ans, est la parfaite socialité, ou du moins elle essaie. Toute sa vie est un agenda rempli de thé de charité, d'inauguration de galeries où elle critique toujours l'art, et de réunions comme présidente de je ne sais quel comité de dames du club de golf. Son Dieu, c'est ce que les gens vont dire. Sa peur la plus profonde, son vrai cauchemar, ce n'est pas la mort ni la maladie, c'est que Madame Arango, la femme d'un politicien influe, ait quelque chose à montrer qu'elle n'a pas. Et moi, sa fille artiste, j'étais sa plus grande source de honte, sa croix sociale. Ensuite il y a mes frères, les joyaux de la couronne, la preuve que mes parents ont réussi quelque chose. Renata, l'aînée, 32 ans. Elle est la parfaite.
Elle a suivi le script à la lettre sans une seule plainte. Elle a étudié le droit à El Anahuac, a eu une mention d'honneur, et maintenant elle est directrice juridique de Constructora de la Vega. Elle est raide, critique, et elle s'habille toujours comme si elle allait à une réunion de conseil d'administration, même le dimanche. Elle me regarde comme si j'étais quelque chose coincé sous la semelle de ses talons de créatrice. Octavio, 30 ans. L'héritier, le Golden Boy, est directeur de projets spéciaux dans l'entreprise, un titre pompeux pour dire qu'il réchauffe une chaise, dépense la carte de papa et joue au golf avec les clients potentiels. Il est arrogant, superficiel, et l'écho parfait de ma sœur. Et puis il y a moi, Sabina, la brebis noire. L'erreur de calcul, la déception. J'ai commis le péché capital de la famille de la Vega. J'ai refusé le script. Ils m'ont forcé à entrer en fac de droit à l'ULAP. J'ai détesté chaque seconde. J'ai détesté les codes, les lois, la rigidité des gens. En deuxième année, dans un acte de rébellion silencieuse, je me suis inscrite à un atelier d'orfèvrerie au centre de Cholula. Et ça a été comme respirer pour la première fois, toucher le métal, fondre l'argent, voir comment une pierre brute se transformait entre mes mains. C'était magique. J'ai abandonné le droit à la fin de ce semestre. La réaction chez moi a été apocalyptique. Mon père m'a coupé la parole pendant 6 mois. 6. Ma mère a pleuré pendant des semaines, mais ce n'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de rage. « Qu'est-ce que je vais dire à Madame Arango ?» me criait-elle. « Que ma fille est partie faire des bracelets comme une hippie sale ?» J'ai utilisé l'argent que m'avait laissé ma grand-mère, la seule qui m'ait un jour comprise, plus mes économies. Et j'ai fondé Corazon de Plata. J'ai commencé sur la table de ma cuisine. Je vendais dans des marchés de design à Cholula. Ensuite j'ai ouvert un compte Instagram. 5 ans plus tard, j'ai mon propre atelier. Je donne du travail à 2 personnes et mes pièces se vendent dans des boutiques de luxe à Oaxaca, San Miguel de Allende, et j'ai commencé à recevoir des commandes de Los Angeles et Austin. Je suis complètement indépendante. Je ne leur ai pas demandé un seul dollar depuis 5 ans. Mais pour ma famille, rien de tout ça ne compte. À leurs yeux, je n'étais pas une entrepreneuse. J'étais, l'artiste, la hippie, celle qui joue à la petite boutique. Mon succès était invisible pour eux parce qu'il ne venait pas avec un titre d'entreprise, un nom de poste compliqué ou un bulletin de salaire de la société familiale. J'étais, en un mot, une honte. Et moi, comme une idiote, je continuais à revenir. Je continuais à espérer qu'un jour ils ouvriraient enfin les yeux et me verraient. Ce que j'ai entendu ce jour-là dans le bureau n'était pas un incident isolé, c'était juste la conclusion, la balle finale après des années de petites coupures, d'humiliations subtiles et de mépris pas si subtils. Ma vie de famille était un musée de mépris, et je pouvais me souvenir de chaque exposition permanente. Exposition numéro 1, le cadeau jeté, ou le collier de la servante. C'était le 59e anniversaire de ma mère l'année dernière. J'étais excité. J'avais trouvé une pierre spectaculaire de jade guatémaltèque, d'un vert profond, presque vivant. J'ai passé 2 semaines entières à dessiner et faire un collier unique pour elle. C'était une pièce en argent fondu, organique, qui entourait la pierre. C'était honnêtement une des meilleures pièces que j'avais faites. Je la lui ai donnée dans une boîte de velours noir avec un nœud parfait. Elle l'a ouverte devant toutes ses amies du comité de charité, dans le jardin de la maison. Son sourire était une grimace tendue qui n'atteignait pas ses yeux. Oh, ma fille, que c'est mignon. Elle a levé le collier du bout des doigts, comme si elle tenait un insecte mort. C'est artisanal ? Le mot artisanal, dans sa bouche sonnait comme sale. Elle l'a mis pendant exactement 5 minutes, le temps de prendre la photo où elle coupait le gâteau. Dès que le photographe a rangé sa caméra, elle l'a enlevé et l'a laissé sur une table. 2 semaines plus tard, je l'ai revu. Il était au cou de Maria, la femme qui travaille comme cuisinière et employée de maison chez nous depuis plus de 20 ans. Le plus ironique, c'est que sur Maria, il était magnifique. Elle, une femme à la peau brune et au grand sourire, le portait avec une fierté que ma mère n'aurait jamais. Un jour, alors que j'étais à la cuisine en train de me servir de l'eau, Maria s'est approchée et m'a pris la main. « La señorita Sabina », m'a-t-elle chuchoté en vérifiant que ma mère ne soit pas là. La patronne me l'a offert. C'est la chose la plus fine et la plus belle que j'ai eue dans ma vie. Que Dieu bénisse ses mains. J'ai failli pleurer sur place. J'ai senti un mélange de chaleur profonde pour la gratitude sincère de Maria,
et un froid glacial pour la cruauté de ma mère. Mon œuvre maîtresse, mon effort de semaine, était un déchet pour ma mère, mais un trésor pour son employé. Exposition 2, le mépris de papa, ou les bracelets-touillettes. Dîner avec des associés importants. Mon père germant en bout de table, dans un restaurant extrêmement cher à Angelopolis. L'air sentait le vin coûteux et la viande maturée. Mon père, comme toujours, se vantait. Renata est notre pilier juridique, une vraie tueuse, disait-il, débordant de fierté. Aucun contrat ne lui échappe. Et Octavio, continua-t-il en lui tapant dans le dos. Lui, c'est l'avenir. Il a le don pour les gens. Il signe des deals à des millions sur le trou numéro 9 au golf. L'associé, un homme de Monterrey, un gros poisson, m'a regardé gentiment. Et ta autre fille, Germain, Sabina, c'est ça? Toi, qu'est-ce que tu fais, ma jolie? Mon père a éclaté de rire. Un de ces rires faux, bruyants, qu'il utilise pour cacher son malaise. Ah, Sabinita. Non, elle, c'est notre âme créative, il a prononcé, créative, comme si c'était une maladie contagieuse. Elle, elle s'amuse, tu vois. Elle vend, comment ça s'appelle, ma fille? Des petits bracelets. Elle vend des petits bracelets sur Internet. Il s'est tourné de nouveau vers l'associé. Tu sais comment sont les femmes. Tant qu'elles restent occupées, tout va bien, non? L'associé a souri, mal à l'aise. Moi, je me suis enfoncé dans ma chaise. Des petits bracelets. Je venais de conclure ma première commande en gros avec une boutique à San Miguel de Allende pour $50 000. Mais pour lui, si ce n'était pas du béton, si ce n'était pas des millions, c'était du vent. Mon entreprise était invisible. Exposition 3, elle, aide, de ma sœur, ou la jalousie. Renata ne m'attaquait jamais en face. Elle était plus subtile. Elle utilisait la tactique de la fausse inquiétude, mais dernièrement, sa tactique avait changé. Elle ne m'envoyait plus des offres d'emploi d'assistante juridique, maintenant elle m'envoyait des photos. Des photos de sa nouvelle Audi de l'année. Regarde, Sabi, ce qu'un vrai boulot peut te donner #béni. Des photos de la signature des papiers de son nouvel appartement de luxe dans la Tour Aderme. Enfin propriétaire. Les efforts de 80 heures par semaine portent leurs fruits. Et toi, tu avances comment avec ton projet? Un jour, elle a eu le culot de venir dans mon appartement à Cholula, un endroit petit mais plein de lumière, de plantes et de mes croquis. Elle l'a regardé avec dégoût. Ah, petite sœur, tu vis ici? Que c'est bohème. C'est ce que je peux payer, Renata. Et j'adore. Elle a poussé un de ces soupirs de fausse pitié qu'elle maîtrise si bien. À la boîte, les secrétaires gagnent plus que ça. Je dis ça juste au cas où tu te fatigues de jouer. Au début, ça me faisait mal. Puis j'ai compris. Renata était prisonnière. Elle détestait sa vie. Elle détestait les 80 heures par semaine. Elle détestait la pression de papa. Elle détestait le droit des entreprises. Ce qu'elle avait, c'était de l'argent et du statut. Mais moi, j'avais quelque chose qu'elle n'aurait jamais, la liberté et la passion. Elle ne me méprisait pas, elle m'enviait, et cette jalousie la rendait venimeuse. Après chacun de ces coups, je retournais à mon atelier, je fermais la porte, je mettais de la musique et je pleurais. Je pleurais de frustration en martelant l'argent. Je regardais mes outils, les pierres, et cette voix horrible, qui ressemblait beaucoup à celle de ma mère, murmurait dans ma tête. Et s'ils ont raison? Et si je fais juste semblant? Et si je suis une imposture? Et si je suis une femme de 28 ans ratée, qui se ment à elle-même avec le mot créativité? Et si je devais être dans un bureau, malheureuse comme Renata, mais réussie? C'était ma faiblesse. Une partie de moi, la partie qu'ils avaient programmée, cherchait encore désespérément leur approbation. Une partie de moi avait encore peur qu'ils aient raison. Ce réveillon-ci, celui de cette année, c'était le grand réveillon. C'était l'événement de l'année pour ma mère. Ce n'était pas seulement la famille locale. Ma mère avait été insupportable pendant des mois. Des associés de mon père de Monterrey venaient, ceux qui ne côtoient que l'élite. Et pire encore pour l'ego de ma mère, des cousins éloignés d'Espagne venaient aussi. La branche riche de la famille, les de la Vega et Asturia ou une bêtise du genre. Ceux qui, selon ma mère, savent vraiment ce que c'est que le bon nom. Ma mère m'avait appelé, non pas une fois,
mais 5 fois durant la semaine précédente. Chaque appel était comme une perceuse dans ma tête. Sabina, je t'en supplie, sa voix était un sifflement urgent au téléphone. Par pitié, habille-toi correctement. Va au Palacio de Hierro et achète-toi une robe noire, quelque chose de normal. Je t'interdis, tu m'entends? Je t'interdis de venir avec tes huiles brodées ou tes colliers artisanaux. Et comporte-toi bien. Ne parle pas de ta petite boutique, sauf si on te le demande. Et si on te le demande, dis que c'est un hobby. Compris? Chaque mot était une gifle. Un colliers artisanaux, petite boutique. Et moi, comme une idiote, comme une chienne qui cherche encore la caresse du maître qui la frappe, j'ai décidé de faire une dernière tentative pathétique. Peut-être s'il voit la qualité de mon travail, pensais-je naïvement. Peut-être s'il voit que ce ne sont pas de simples bracelets, que c'est un vrai travail, peut-être s'il voit ce que je fais vraiment. Alors je me suis enfermé dans mon atelier. J'ai passé 3 mois dans une folie créative. J'ai fait les cadeaux les plus spectaculaires de ma vie. J'y ai mis mon âme. Pour mon père Germain, un ensemble de boutons de manchette, plus une pince à cravate. Pas n'importe quel design. C'était de l'argent pur, avec un motif géométrique minimaliste inspiré d'un plan d'architecte. Un clin d'œil à son monde. Regarde, papa, je te comprends. Je respecte ton monde. S'il te plaît, respecte le mien. Pour ma mère, Léonore, un ensemble de boucles d'oreilles et un pendentif avec des perles noires de la mer de Cortés, très chères, cultivées. Je les ai montés sur de l'argent bruni. Un design élégant, sobre, digne de la dame de la société qu'elle essaie tellement d'être. Pour Renata et Octavio, des pièces modernes, des bracelets en argent texturés avec un fermoir magnétique caché, quelque chose qu'ils pourraient porter avec leurs costumes et leurs montres chères. J'ai investi des milliers de dollars que je n'avais pas en trop dans des boîtes de luxe en velours noir, avec le logo de Corazon de Plata gravé en relief argenté. Je suis arrivé ce 18 décembre, pas seulement pour aider ma mère. Je suis arrivé avec l'espoir infantile de lui montrer les cadeaux à l'avance, de voir, peut-être pour la première fois de ma vie, une étincelle de vraie fierté dans ses yeux. À la place, j'ai trouvé ma condamnation sociale prononcée avec froideur de l'autre côté de la porte du bureau. L'humiliation publique était prête, la scène montait, et moi, avec ma stupide et belle boîte de cadeaux, j'étais l'agneau en route pour l'abattoir. Je suis resté là, collé au bois, sentant le vernis froid sous ma paume. Ma respiration était superficielle, presque inexistante. Je ne pouvais pas bouger, je devais tout entendre. Chaque mot était un clou de plus dans mon cercueil. La voix de mon frère Octavio, toujours pleine de cette fausse confiance que donne l'argent de papa, a pris la parole. Moi, je me suis occupé de Damian, a-t-il dit, et je pouvais presque entendre son sourire prétentieux. Damian, l'ami insupportable d'Octavio de la fac, un type qui travaillait dans un fonds d'investissement à Mexico et qui sentait la lotion chère et l'arrogance. Il arrive le 23. Je lui ai déjà envoyé les chiffres qu'on a trouvés sur sa page là, Instagram. Il est prêt pour la présentation. Mon sang s'est glacé. Présentation. C'est ma sœur Renata qui a précisé, avec sa voix froide, précise, comme si elle dictait une sentence au tribunal. J'ai préparé un PowerPoint, a-t-elle dit. C'est simple, mais brutalement efficace. Une comparaison. D'un côté, ses revenus estimés. Il y a eu un rire moqueur, condescendant, sur ce mot, estimé. En se basant sur la taille de son atelier à Cholula et son nombre d'abonnés, on a calculé, en étant généreux, qu'elle ne sort pas plus de 5 000 $ net par mois. J'ai failli m'étouffer. 5 000 $. Le mois dernier, après un salon de design à Oaxaca, mon revenu net avait été de 150 000 $. Leur ignorance était tellement profonde, tellement volontaire, que c'en était presque comique. Renata a continué. Et de l'autre côté, dans la colonne d'en face, le salaire de base d'une secrétaire juridique à la Constructora, 60 000 $ par mois, plus les avantages, plus le fonds d'épargne. Elle a fait une pause dramatique. Le contraste sera honteux. On va la mettre à nu. On lui enlèvera tous ses arguments. Ma mère a repris le contrôle. Sa voix était celle d'un général qui planifie une bataille. Le moment est crucial. Ce sera après la soupe de noix, juste avant de servir la morue. Elle a dit à mon père, Germain, tu te lèveras. Tu diras quelques mots gentils sur la famille, l'unité dans ses dates,
et ensuite tu diras que, comme famille, nous avons une profonde inquiétude pour l'avenir de Sabina. Puis elle a dit, se tournant vers Octavio. Toi, tu te lèveras, tu présenteras ton ami Damian. Tu diras que, comme un service à la famille et grâce à son expérience, il a fait une évaluation financière de la situation réelle de Sabina pour la conseiller. Damian fera sa présentation. 5 minutes, pas plus. Pas d'opinion, juste des chiffres bruts, est intervenue Renata. Que les chiffres parlent. Et alors, a dit ma mère, savourant le moment, viendra le coup de grâce, l'acte de générosité. Devant nos cousins d'Espagne, devant les associés de ton père, on lui offrira publiquement, avec toute la grandeur du monde, un poste. Assistante de communication à la Constructora. Un travail digne, avec un vrai salaire et la sécurité. Elle ne pourra pas dire non, a conclu Renata avec une froideur qui m'a glacé les os. Là elle sera en ridicule absolu. Ce sera trop de pression sociale. La honte publique l'obligera à accepter. Sans sera fini de son petit jeu d'artiste. Fini sa rébellion. Mon père Germain a toussé. Bien. Ça me paraît un plan solide. Il est temps d'en finir avec ce cirque. Il faut apprendre à cette fille ce qu'est la réalité. Je me suis couverte la bouche pour qu'on n'entende pas mon souffle coupé. J'avais la nausée. J'ai regardé la boîte de velours que je tenais toujours dans ma main. Le cadeau pour mon père. La pince à cravate inspirée de l'architecture. J'ai senti un désir soudain de vomir dessus. Je serais parti à ce moment-là. J'aurais couru, j'aurais crié, j'aurais enfoncé la porte et je leur aurais jeté les cadeaux au visage. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté paralysé, et grâce à Dieu, parce que la pire partie, le coup qui m'a vraiment brisé, l'insulte finale, était encore à venir. Je pensais que l'humiliation publique était la fin du plan, mais ce n'était que le début, ce n'était que l'exécution. Il manquait encore la profanation du cadavre. J'ai entendu ma mère dire avec un ton léger, presque détendu, comme si elle parlait du menu ou des fleurs. Va, Germain, au fait, en parlant de nettoyage. J'ai déjà dit à Maria de commencer à vider l'ancienne chambre de Sabina. Mon cœur s'est arrêté. Non. Ma chambre, celle que j'avais depuis enfant, celle qui gardait encore mes livres, mes journaux, mes souvenirs, celle que ma mère gardait intacte comme une sorte de chantage émotionnel. Mon père a répondu sans le moindre intérêt, comme s'il parlait de la météo. Bien fait, il était temps. De toute façon, Tanier Solalia, celle d'Espagne, a besoin d'une chambre correcte, pas la chambre d'amis du bas, qui est plus petite. Qu'elle mette toutes ces saletés de Sabina dans des boîtes et qu'elle les descende à la cave. Ou qu'elle les jette. C'est vieux et ça prend juste la poussière. Des saletés. Mes journaux d'adolescente, mes premiers croquis de bijoux, les premiers outils en argent que m'avait offert ma grand-mère, la seule qui ait cru en moi avant de mourir. Mes livres d'art. C'est Renata qui a ri. Un rire court, cruel, comme l'aboiement d'un petit chien. Oui, qu'elle jette aussi ces ridicules prix d'art de primaire et de collège qu'elle a encore accrochés dans la bibliothèque. C'est la honte, sérieux. Comme si ces diplômes d'aquarelle validaient quoi que ce soit. J'ai fermé les yeux. Une douleur aiguë m'a traversé. Ce prix, le premier prix d'aquarelle du collège. Je m'en souvenais parfaitement. Ma grand-mère m'avait emmené acheter les peintures. C'est elle qui était venue à la remise de prix. Ma mère avait dit qu'elle avait teinté de charité. Mon père, une réunion. Ma grand-mère m'avait serré si fort ce jour-là et m'avait dit. Ne laisse jamais qui que ce soit te dire que ça ne compte pas, Sabinita. Ça, c'est qui tu es. Mettre ce prix dans ma bibliothèque avait été mon petit acte de rébellion, mon petit sanctuaire à sa mémoire. Et maintenant Renata, qui n'avait jamais gagné quoi que ce soit sans par cœur et docilité, se moquait de lui. Et puis ma mère a lâché la phrase qui a tout scellé, la phrase qui allait devenir mon cri de guerre. J'ai hâte d'utiliser mon analogie, a-t-elle dit, et j'ai pu sentir son sourire satisfait et condescendant à travers le bois. Quand elle sera là en train de pleurer, je lui dirai, oh ma fille, comprends. Ton affaire de bijoux, c'est comme l'art avec les pâtes que tu faisais en maternelle. Mignon comme face d'enfance, mais absolument ridicule et honteux pour une femme de 28 ans. Ils ont ri tous les quatre, mon père, ma mère, ma sœur, mon frère, ils ont ri de moi, de ma vie, de ma passion, de ma grand-mère. Et ensuite, clairement, j'ai entendu le tintement de la glace dans les verres et la voix de mon père, santé. Ah ça,
à la réalité. Il portait un toast à ma destruction. Je ne sentais plus le froid, je n'avais plus la nausée. J'ai senti un feu blanc et pur qui m'est monté dans la gorge et m'a séché les larmes avant qu'elles puissent tomber. Ce n'était pas juste du mépris, c'était de la cruauté. C'était un plan calculé pour m'anéantir psychologiquement. Je me suis retourné. Je n'ai pas fait un seul bruit. Je suis descendu les escaliers en marbre sans que mes talons fassent un son. J'ai traversé le vestibule glacé. J'ai ouvert la lourde porte d'entrée. Je suis sorti dans le soleil froid de l'après-midi et j'ai refermé la porte de la maison de mes parents derrière moi, sachant, avec une certitude absolue qui me glaçait le sang, que je la refermais pour toujours. J'ai conduit les 20 minutes du retour de la Vista à mon appartement de Cholula dans un silence total. Mes mains étaient collées au volant, serrées si fort que mes jointures étaient blanches, mais je ne les sentais pas. Mon esprit était un bourdonnement blanc, statique. C'était le son du choc. J'ai garé la voiture comme ça, n'importe comment, dans mon parking. Je suis monté les escaliers de mon petit immeuble. J'ai ouvert la porte de mon appartement, mon sanctuaire, mon endroit sûr, plein de lumière, de plantes et de croquis. Et c'est seulement là, quand j'ai tourné le verrou et que le bruit du métal a résonné dans le silence, que je me suis effondré. Je me suis laissé glisser le long de la porte jusqu'au sol en bois froid, et je me suis brisé. J'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis des années. J'ai pleuré pour la trahison, pour la cruauté, pour mon infinie stupidité, pour cet espoir idiot, enfantin et têtu qui m'avait fait revenir encore et encore juste pour qu'il me frappe plus fort. J'ai pleuré pour la Sabina de 15 ans qui avait gagné ce prix d'aquarelle. J'ai pleuré pour ma grand-mère. Et puis la voix de ma mère sur elle, art avec des pattes, est revenue et avec elle, comme un serpent, le doute s'est glissé, le doute qui vivait toujours dans l'ombre de mon esprit, celui que je combattais tous les jours avec du travail et encore du travail. Mais maintenant, nourri par le poison de ma propre famille, ce doute a grandi jusqu'à devenir un monstre. Et s'ils avaient raison? Et si Germain, Léonore, Renata et Octavio avaient raison? Et si je n'étais qu'une petite fille qui joue à la boutique? Et si Corazon de Plata était juste une blague, un hobby glorifié? Et si mes ventes n'étaient que de la chance? Et si j'étais, en effet, une imposture? Une femme de 28 ans ratée qui se ment à elle-même avec des mots comme passion et créativité pour ne pas affronter la réalité, que je devrais être dans un bureau, malheureuse comme Renata, mais il réussit? Je me noyais dans ce doute. Ils avaient gagné. Même sans exécuter leur plan, ils m'avaient déjà détruite. En tremblant, le visage trempé de larmes, j'ai cherché mon téléphone. J'ai composé le seul numéro que je pouvais appeler. Bruno, mon meilleur ami, mon photographe, mon associé non officiel, mon câble à la réalité. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Sabi, qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu es déjà dans la tanière du loup? Comment? Il n'a pas pu finir. Mon sanglot l'en a empêché, un son guttural, laid, de pur désespoir. Bruno, j'ai réussi à dire entre deux spasmes, ils ont raison. Ils ont raison. Je suis une blague. Je suis une imposture. Je fais juste jouer. Qu'est-ce que je fais, Bruno? Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Est-ce que je devrais appeler l'ULAP? Est-ce que je devrais y retourner? Je suis un échec. C'était la voix de mon insécurité la plus profonde. C'était la voix qu'ils avaient cultivée en moi pendant 28 ans. À ce moment-là, j'étais brisé. Il y a eu un silence lourd sur la ligne. Puis la voix de Bruno, pas douce, pas compatissante, mais dure. En colère. Tais-toi, Sabina. Ferme ta bouche tout de suite. J'ai sursauté tellement que j'ai arrêté de pleurer. Bruno ne m'avait jamais parlé comme ça. Tu fais semblant, hein, a-t-il crié. Sa voix était pleine d'une fureur qui m'a fait peur. Tu te moques de moi? Tu te moques de moi, Sabina? Mais ils ont dit. Je m'en fous complètement de ce qu'ils ont dit. Écoute-moi, moi. Le contrat de 3 millions de dollars qu'on vient de signer la semaine dernière avec la chaîne d'hôtels boutique La Casa Azul pour fournir toutes leurs boutiques à Oaxaca, San Miguel de Allende et Tulum. Ça, c'est faire semblant. J'ai cligné des yeux. Les larmes se sont arrêtées. J'avais oublié ça. La rédactrice d'El Mexico, qui t'a appelé la semaine dernière en te suppliant pour une interview exclusive pour leur édition de janvier. Ça, c'est jouer à la petite boutique?
Non. La commande de la boutique de Los Angeles qui nous rend fous, celle qu'on ne sait même pas comment on va livrer à temps. Ça, c'est de l'art avec des pattes? Je suis restée silencieuse. Réveille-toi. Sa voix s'est un peu adoucie, mais elle restait chargée d'une fureur protectrice. Ils ne te méprisent pas, Sabi. Tu ne comprends pas. Ils ont peur de toi. Ils ont la trouille, parce que tu es en train de construire un empire, ton propre empire, sans leur argent, sans leur nom de famille et sans leur permission. Parce que tu montres que tout leur système de valeurs est une farce. Parce que tu es libre et que, ils pourrissent dans leur cage en or. Ne les laisse pas gagner. N'ose même pas les laisser gagner, ces vampires. Les mots de Bruno ont été comme un seau d'eau glacée sur mon visage. Les pleurs se sont arrêtés complètement. Le doute s'est évaporé, et à la place, il est resté une glace, une clarté froide, pure et absolue. Je me suis levé du sol, j'ai marché d'un pas décidé vers la salle de bain et je me suis lavé le visage. Je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient rouges et gonflés, mais mon regard avait changé. Ce n'était plus le regard de la victime, c'était le regard d'une reine à qui on vient de déclarer la guerre. J'ai inspiré profondément. Je suis allé à mon atelier à l'étage, au 2e niveau de mon appartement. J'ai regardé mes outils, l'argent, les pierres, le désordre créatif. Mon royaume, mon cirque. Tu as raison, Bruno, ai-je dit, ma voix maintenant ferme et reconnaissable. Il panique. Sabi, tu vas bien? Je vais mieux que bien, ai-je répondu. Et, tu te souviens du plan qu'ils avaient? L'humiliation publique? Oui, ces bâtards. Tu vas pas. Ils veulent un spectacle, les jeux coupés. Ils veulent une nuit inoubliable? Sabina, ne va pas. Oh, je ne vais pas y aller, ai-je dit en m'asseyant à mon bureau et en ouvrant mon ordinateur portable. Mais je te jure sur la mémoire de ma grand-mère que je vais leur donner le spectacle de leur vie. J'ai raccroché. L'adrénaline a remplacé la douleur. Mon esprit, habituellement un chaos créatif, est devenu stratégique, froid, précis, comme celui de Renata. J'ai pris mon téléphone. Étape 1, la célébration. Mon premier appel a été pour El Mural de Los Poblano, le restaurant le plus élégant, le plus traditionnel et respecté de Publa. Bonjour, ai-je dit, ma voix sonnant professionnelle. Je voudrais réserver le salon privé, la fondation, pour le dîner de réveillon. 20 h, pour 5 personnes. Oui, le menu dégustation complet avec l'accord de vin premium, au nom de Sabina de la Vega, de l'entreprise Corazon de Plata. Étape 2, le messager. Mon deuxième appel a été pour le service de messagerie le plus exclusif de la ville, celui que les cabinets d'avocats les plus chers utilisent. J'ai besoin d'un service premium pour le 24 décembre. Une livraison à la Vista Country Club. L'heure est cruciale. Elle doit être livrée exactement à 22 h. Pas une minute avant, pas une après. Je demande que votre messager porte un costume formel et des gants blancs. C'est une affaire d'affaires très délicate. Étape 3, l'artillerie lourde. J'ai ouvert mes mails. J'ai cherché l'email de Sofia, la rédactrice d'El Mexico. Elle avait été adorable pendant l'interview, fascinée par mon histoire. L'article était prévu pour le numéro papier de janvier. J'ai croisé les doigts et j'ai écrit. Chère Sofia. Je suis Sabina de la Vega. D'abord, merci encore pour ton temps la semaine dernière. Je t'écris pour une demande un peu étrange, mais très importante au niveau personnel. Il y a eu une situation familiale. Je sais que notre article est prévu pour janvier, mais est-ce qu'il y aurait une possibilité, n'importe laquelle, pour que la note puisse sortir sur l'édition digitale, idéalement dans la matinée du 25 décembre? Je sais que c'est fou, mais ce serait le plus beau cadeau de Noël que je pourrais recevoir. Merci pour ta considération. Sabina. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Le dé était lancé. Eux avaient écrit le script de mon humiliation, mais moi, j'allais réécrire la fin. Le 24 décembre est arrivé. Le réveillon. Scénario A, la maison des de la Vega, à la Vista. 20 h. Je peux les imaginer parfaitement. Je peux fermer les yeux et voir la scène. La maison impeccable, bien sûr. Le sapin de Noël de 5 mètres, importé du Canada. L'odeur de sapin importé et le traiteur extrêmement cher du rêve de ma mère.
Mes cousins d'Espagne avec leurs airs de noblesse de seconde main. Les associés de Monterrey, bruyants et voyants. Damian, elle, expert, financier, avec son costume trop ajusté, sûrement persuadé d'être important avec son ordinateur prêt pour mon exécution. Et ma famille. Mon père Germain servant du whisky, impatient. Ma sœur Renata et mon frère Octavio échangeant des petits regards complices, savourant l'humiliation à venir. Et ma mère, Léonore, l'hôtesse parfaite, dans une robe de créateur, souriant à ses invités, mais avec les yeux durs comme la glace, regardant l'heure, attendant l'agneau, attendant que j'arrive pour le sacrifice. Scénario B, le restaurant et le mural de Los Poblano. 20h. Le beau salon privé La Fondation, décoré de talavra ancienne et de fleurs fraîches. La lumière était chaude, les murs couverts de la fresque qui donne son nom au lieu. À table, moi. À côté de moi, Bruno, avec sa plus belle veste, souriant jusqu'aux oreilles. Et en face de nous, mes 3 maîtres orfèvres de Taxco, dont Anselmo, un homme de 70 ans avec des mains d'artiste et des yeux sages, et ses 2 fils, Martin et Ravière. Je les avais invités à passer le réveillon à Publa, tout frais payé, comme prime de fin d'année. Ils étaient le cœur de Corazon de Plata. Ils étaient ma vraie famille. On venait juste de nous servir un mole poblano extraordinaire. Sabina, vraiment, tout ça c'est trop, a dit don Anselmo, ému. J'ai levé mon verre de vin rouge, un excellent cru de la vallée de Guadalupe. Non, don Anselmo. C'est le minimum que vous méritez. Je veux porter un toast, ai-je dit, et ma voix m'a semblé forte. Je veux porter un toast à la famille qu'on choisit, aux gens qui construisent et créent de la beauté, pas à ceux qui détruisent. Aux mains qui travaillent. À Corazon de Plata. Santé, ont-ils répondu, et le bruit de nos verres qui se sont entrechoqués a été la plus belle musique du monde. L'atmosphère était chaude, pleine de rires sincères, de respect mutuel. On parlait d'une nouvelle technique de filigrane pour la collection de printemps quand mon téléphone, que j'avais posé face contre table sur la nappe en lin, a commencé à vibrer. 20h15. Pile dans le timing. C'était Renata. Excusez-moi un instant, ai-je dit. Un appel de travail. Je suis sorti dans le couloir. J'ai décroché. Allô? Sabina, sa voix était un fouet. On peut savoir où tu es, bon sang? Maman devient folle. Tout le monde t'attend. Damian est déjà là. Tu te ridiculises et tu nous ridiculises tous. Bouge-toi. C'est drôle, ai-je dit calmement, en savourant le moment. Je dirais que je suis en train d'éviter une honte. De quoi tu parles? Arrête tes drames d'artiste et viens tout de suite. Désolé, Renata. Je ne peux pas. Comment ça, tu ne peux pas? C'est le réveillon. Je suis à un dîner d'affaires très important avec mes partenaires stratégiques. Techniquement, c'était la vérité la plus pure. Donnez-moi vos bénédictions, et souhaitez un joyeux Noël à tout le monde de ma part. Et j'ai raccroché avant qu'elle puisse digérer le mot « partenaire ». Je savais que ce ne serait pas la fin. Ce n'était que le premier tir. Je suis retourné à table. Désolé. Petit problème au siège social, ai-je plaisanté. Bruno m'a souri, complice. La porte de notre salon privé s'est ouverte et le serveur est entré avec le plat phare, des chils en nogada. Oui. En décembre. El Mural en prépare pour des occasions spéciales, si tu les commandes à l'avance. L'arôme de la sauce aux noix, de la grenade et du persil était spectaculaire. Mon téléphone sur la table est devenu fou. Il s'illuminait encore et encore. Message d'Octavio, t'es où, naine? Bouge, je m'ennuie. Message de mon père, réponds au téléphone. C'est un ordre. Je les ai ignorés. Juste au moment où j'allais prendre la première bouchée de ce plat merveilleux, le téléphone a encore sonné. La vibration était si forte qu'elle a failli faire bouger l'assiette. Cette fois, c'était le numéro par lequel tout avait commencé. Ma mère. J'ai fait un signe à Bruno, s'il vous plaît, continuez, mangez chaud. Celui-là, je dois le prendre. Je me suis essuyé la bouche avec la serviette en lin. J'ai respiré à fond et j'ai répondu. Allô? Sabina de la Vega y Quintanilla, tu es où, là? C'est inacceptable. C'est un manque de respect total. Ton père est furieux. Nos invités d'Espagne demandent où tu es. Damian est là, il t'attend.
C'est quoi cette blague? Sa voix n'était plus un murmure froid comme dans le bureau. C'était un cri aigu, retenu à cause des invités, mais tout près de l'hystérie. C'était le son d'une chef d'orchestre dont le premier violon vient de mettre le feu à la scène. Moi, au contraire, j'étais parfaitement calme. C'était comme si mes pleurs des jours précédents m'avaient nettoyé, vidé de toute peur. Je fête Noël, maman, ai-je dit, ma voix étonnamment tranquille, presque amusée, avec des gens qui me respectent. Je mange un chili en nogada délicieux. Tu devrais goûter. Il y a eu un silence étouffé. Elle ne s'attendait pas à cette réponse. Elle ne s'attendait pas à du calme. Elle s'attendait à des pleurs, des supplications. Quoi? Quelle stupidité tu racontes, a-t-elle balbutié. Nous te respectons. Nous sommes inquiets pour toi. On avait tout préparé ce soir pour t'aider, pour te sauver de toi-même et te donner un avenir. J'ai ri. Ce n'était pas un rire joyeux, c'était un rire sec, court, amer. M'aider, ai-je répété, comme un écho à ma conversation avec Bruno. C'est comme ça que vous appelez ça maintenant. M'aider, c'est planifier une humiliation publique devant toute la famille et des inconnus. La ligne est restée muette. M'aider, ai-je continué, sentant la glace courir dans mes veines, l'adrénaline chanter. C'est faire venir cet imbécile de Damien pour qu'il montre un PowerPoint plein de mensonges sur mes finances. Pour me faire honte. Silence. Un silence si profond que je pouvais entendre la musique classique de fond à la maison. M'aider, c'est appeler mes 5 ans de travail, ma société, la mémoire de ma grand-mère, comment tu as dit déjà? De l'art avec des pattes? Le silence s'est rompu avec un halètement, un souffle de pure culpabilité et de rage. Toi, tu as écouté. Tu espionnais, ingrate, vipère. J'arrivais pour dire bonjour, maman, et j'ai eu la malchance d'entendre la vérité. Ou la chance, ça dépend comment on voit. Mais tu vas venir tout de suite dans cette maison, Sabina? Je te l'ordonne. Ou ton père va te déshériter. Je te le jure. J'ai ri encore une fois. Cette fois avec encore plus de force. C'est votre seule balle, hein? L'argent. Me déshériter. Qu'il garde son argent. Qu'est-ce que vous allez encore me retirer? Vous allez me mettre à la porte? C'est déjà fait. Ou au moins, c'était le plan, non? Vider la chambre de Sabina. Que Lalia l'utilise. Ça te dit quelque chose? Je pouvais entendre sa respiration courte. Elle était complètement coincée. C'est fini, le jeu, maman. C'est fini, les menaces. Vous n'avez plus de pouvoir sur moi. Votre approbation n'est plus mon but. Votre argent n'est plus une arme. Ce soir, avec votre plan si cruel, vous m'avez libéré. Sabina, ne me fais pas ça, sa voix a changé. La rage est partie, et le panique est entré. Le panique de l'hôtesse. Les invités, qu'est-ce que je vais leur dire? Tu es en train de m'humilier. Là, maintenant c'est moi qui t'humilie? C'est merveilleux. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas complètement ruiner ta fête. En fait, j'ai regardé ma montre. Il était 21h50. Mon cadeau de Noël pour la famille est sur le point d'arriver. Il devrait être là dans environ 10 minutes. J'espère que vous l'aimerez. Vraiment, j'y ai mis beaucoup d'efforts. Quel cadeau? Qu'est-ce que tu as fait, Sabina? N'ose pas. Joyeux Noël, maman. J'ai raccroché. Scène, la maison des de la Vega. 22h pile. Plus tard, ma tante Inée, la sœur de ma mère, la brebis noire de sa génération, celle qui m'a toujours observé de loin avec des yeux tristes et compréhensifs, m'a tout raconté. L'ambiance à la maison était irrespirable. La morue avait été servie et personne n'y touchait. Elle était froide. Ma mère était revenue à table, pâle comme un fantôme, et elle avait marmonné quelque chose comme quoi j'avais une urgence de travail impossible à repousser. Personne ne l'a cru. La tension était si épaisse qu'on pouvait la couper au couteau. Damien, elle, expert financier, rangeait maladroitement son ordinateur. Sa présentation PowerPoint n'avait jamais été ouverte. Mon père tapait sur la table avec sa fourchette en argent, rythmiquement, le visage rouge de colère tenu. Les cousins espagnols se chuchotaient entre eux. Puis, à 22h pile,
la sonnette a retenti. Ce n'est pas Maria qui a ouvert. C'était le majordome que ma mère avait engagé spécialement pour l'occasion, pour impressionner les Espagnols. Le majordome est entré dans la salle à manger, et derrière lui, un homme grand, impeccablement habillé d'un costume sombre, chemise blanche, cravate noire et gants blancs. Il portait un plateau d'argent, et dessus, non pas une, mais 5 boîtes de velours noir identiques. Sur le couvercle de chacune brillait le logo de ma marque, gravé en relief, Corazon de Plata. Il a avancé avec une dignité absolue jusqu'au bout de la table. Une livraison pour Madame Léonore de la Vega et sa famille. Tous les invités, les cousins, les associés de Monterrey, se sont penchés pour voir. C'était un drame inattendu. Avec des mains tremblantes, ma mère a ouvert la plus grande boîte. À l'intérieur, sur un lit de soie noire, se trouvait l'ensemble avec les perles noires de la mère de Cortés. Elles étaient spectaculaires et brillaient sous la lumière du lustre. Il y a eu un murmure d'admiration. « Oh mon Dieu, Léonore !» a dit la femme de l'associé de Monterrey, Adelaida. « Quelle élégance !» Mon père a ouvert la sienne. Les boutons de manchette et la pince à cravate. Il les a regardés, confus. Ils étaient sobres, masculins, parfaits. Renata et Octavio ont ouvert les leurs, les bracelets en argent texturé. Ma tante Iné a ouvert la sienne, un magnifique broche en argent en forme de colibri, symbole de liberté. « Quelle beauté !» a dit Adelaida, la femme de l'associé. Le germant, c'est d'une qualité incroyable. Qui est le créateur? Mon père semblait ne pas comprendre. Ma mère était livide. Et alors Adelaida, femme curieuse et directe, a remarqué autre chose dans la boîte de mon père. « Oh, regarde, Germant, il y a une carte, a-t-elle dit, et en se penchant, elle l'a sortie de sous la soie. Ce n'était pas une carte de Noël. C'était une feuille de papier fin, format faire-part, pliée en 4. C'était une copie joliment imprimée sur du papier de lin, de la première page du contrat que j'avais signé la semaine précédente. Le contrat d'exclusivité entre Corazon de Plata SA de CV et la chaîne d'hôtel boutique La Casa Azul. Adelaida a mis ses lunettes de lecture. Qu'est-ce que c'est? Un contrat. La Casa Azul. Corazon de Plata, pour un montant de... Elle a plissé les yeux. Puis sa voix est montée d'un ton. 3 millions de dollars. Le silence dans la salle à manger a été total. On entendait le bourdonnement de la climatisation. Adelaida a regardé mon père. Germant, c'est quoi, ça? C'est une blague? Corazon de Plata, c'est ta fille Sabina, non? Mon père a laissé tomber sa fourchette. Le bruit du métal contre l'assiette en porcelaine a sonné comme un coup de feu. Adelaida a tendu le papier à son mari, l'associé. Il a ajusté ses lunettes, l'a lu, puis a éclaté de rire. Oh bordel! Germant, félicitations. Ta fille est la fournisseur de la Casa Azul. Cette chaîne, c'est ce qu'il y a de plus tendance dans le pays. C'est un business spectaculaire. Et toi, tu la cachais? Ma mère a dû s'asseoir. Elle a laissé tomber sa boîte de perles par terre. Renata et Octavio ont regardé leur propre boîte et y ont trouvé les mêmes copies. Leur visage, d'habitude si arrogant, était livide. Mon père Germant, l'homme qui ne comprend que les chiffres, était blanc comme le marbre de son sol. Il regardait le papier comme si c'était un serpent. Et sous le contrat, dans chaque carte, il y avait un petit mot écrit à la main par moi, avec ma plus belle écriture. PS, merci pour l'inspiration. Ne ratez pas mon interview exclusive en page d'accueil d'El Mexico demain matin. Joyeux Noël. Ma tante Iné m'a dit que Damien, elle, expert financier, celui du PowerPoint, a fermé son ordinateur portable en silence, s'est levé, a marmonné quelque chose sur un Volto et a été le premier à partir. Il n'a même pas dit au revoir. Si tu es encore là, s'il te plaît, aide-moi en mettant un like à la vidéo et en commentant le chiffre injuste en bas. Comme ça je saurai que tu as mis ton like et que tu m'accompagnes dans ce chemin. Ton soutien m'encourage énormément. Commente le numéro 1 et écoute-moi pendant que je continue à raconter mon histoire. Le matin du 25 décembre, je me suis réveillé dans mon propre appartement. Il n'y avait pas de cadeau cher sous un énorme sapin. Il n'y avait ni cri ni tension, juste une tasse de café au hexagono fraîchement préparé, le soleil du matin entrant par ma fenêtre, et pour la première fois de ma vie d'adulte, une sensation de paix absolue. Bruno m'a envoyé un message à 7 heures du matin. Joyeux Noël, chef.
Regarde tes mails, et ensuite regarde Internet. Dans mes mails, j'avais une réponse de Sophia, la rédactrice. Le sujet, c'est fait. Joyeux Noël, Sabina. Je ne sais pas quelle histoire il y a derrière ta demande, mais ça a marché. L'article est en ligne sur la page principale et il fait un carton. L'équipe digitale est ravie. Joyeux Noël. Profite de ton succès. J'ai fermé le mail et j'ai ouvert la page d'El Mexico. Et elle était là. Une photo spectaculaire en pleine page que Bruno m'avait prise à l'atelier. Moi, entouré de mes outils, souriant avec un chalumeau à la main. Le titre, du droit au design, l'histoire de Corazon de Plata et de la femme qui redéfinit l'orfèvrerie mexicaine. L'article était brillant, encore mieux que ce que j'avais rêvé. Il parlait de ma décision de laisser la sécurité d'un grand nom pour l'incertitude de la passion. Il parlait de mon travail avec les artisans de Taxco, de mon modèle de business digital, de la philosophie de ma marque sur le fait de créer des trésors modernes. Et oui, dans un paragraphe mis en valeur, il mentionnait la récente et lucrative alliance avec la chaîne d'hôtels La Casa Azul comme preuve que le design artisanal est un business sérieux et rentable. Mon téléphone a commencé à sonner. Cette fois, ce n'était pas ma famille. C'étaient des amis, des connaissances, des gens du milieu qui me félicitaient. Puis, vers 10 heures, le numéro de ma tante Inée est apparu. Ma petite, ma chérie, sa voix était un mélange de rire étouffé. Tu viens de lancer une bombe atomique sur la Vista. Tu n'imagines pas le chaos que tu as provoqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Tata? Raconte-moi tout, ai-je dit en me calant avec mon café. Et qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Le désastre. Après la bombe du contrat, la fête est morte. Damien est parti. Ensuite, les cousins espagnols se sont excusés en disant qu'ils étaient fatigués du voyage, mais ils étaient fascinés, ils chuchotaient. Les derniers à partir ont été les associés de Monterrey, Adleda et son mari. Ils n'ont pas arrêté de poser des questions à ton père, mais comment elle a fait? Quel levier elle a utilisé? Tu lui as donné le capital de départ? Pourquoi tu ne nous en avais pas parlé? Et Germain ne savait pas quoi dire. Il bégayait juste, 3 millions, oui, elle est très créative, c'est un créneau, il avait l'air idiot. J'ai ri. Mais ça, ce n'est pas le meilleur, a continué ma tante, clairement en train de savourer. Le meilleur, c'est ce matin. L'appel d'Adleda à ta mère. À 7 heures du matin, Sabina. À 7 heures. Elle l'a réveillée. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Qu'elle avait déjà vu l'article dans Elle. Elle lui a dit, Léonore, ma chérie, quelle soirée hier. Écoute, je pensais, cette fille à toi, c'est un génie. Tu la caches trop bien, vilaine. Tu crois qu'elle pourrait me dessiner quelques pièces pour mon événement de charité à San Pedro? J'ai vu son interview. Quelle merveille. Une vraie chef d'entreprise. Tu dois être tellement fier. Non, sérieux, ai-je dit en me couvrant la bouche. Ta mère lui a raccroché au nez, a crié ma tante en riant. Elle a dit à Adleda qu'elle avait une migraine horrible et elle a raccroché. Elle est enfermée dans sa chambre et elle n'est pas sortie. Ton père est dans le jardin en train de hurler dans son téléphone depuis ce matin. J'imagine à ses avocats ou quelqu'un. Et tes frères? Renata et Octavio ne sont pas sortis de leur chambre. Ils ne sont même pas descendus pour le petit déjeuner. Sabina, ma petite, tu les as explosés. Non, Tata, ai-je dit en regardant le soleil par ma fenêtre. Ils se sont explosés tout seuls. Moi, j'ai juste envoyé la facture. Le mois qui a suivi a été fou. L'article dans Elle, c'était comme jeter de l'essence premium sur un feu de camp. Mon site web s'est effondré 2 fois pendant les 48 premières heures à cause du trafic. Les commandes d'achat n'ont pas seulement triplé, elles ont été multipliées par 5. Des boutiques de New York, Paris et Londres ont commencé à me contacter, nous avons vu votre article dans El Mexico. Le nom de ma marque était dans la bouche des gens qui comptent. J'ai dû embaucher 2 personnes de plus à plein temps rien que pour gérer la logistique et le service client. J'ai dû renégocier avec Don Anselmo et ses fils pour doubler la production. Je cherchais un atelier plus grand. Corazon de Plata avait explosé. Et ma famille? Le silence était assourdissant. Pendant 4 semaines, je n'ai rien su d'eux. Pas un SMS, pas un appel manqué, pas un mail. Rien. L'humiliation qu'ils avaient planifiée si soigneusement pour moi leur était revenue à la figure comme un boomerang de 3 millions de dollars,
et ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Le script leur avait échappé des mains, et le metteur en scène de la pièce était maintenant le « méchant ». Jusqu'à ce qu'un mardi après-midi, un mois après Noël, alors que je regardais les plans d'un nouvel atelier au centre, mon téléphone sonne. C'était mon père. Mon cœur a fait un bond. Je me suis préparé aux cris, aux accusations de trahison, à la crise d'un homme qui vient de perdre le pouvoir. J'ai répondu « Allô ?» Sabina, sa voix n'était pas celle du titan, pas celle de l'homme qui avait porté un toast à ma destruction. C'était la voix d'un homme perdu, fatigué. Bonjour, papa. Il y a eu un long silence. Je pouvais entendre sa respiration de l'autre côté. J'ai vu l'article dans cette revue de femmes. Ah, oui. Léa Dleda, la femme de Ramiro, n'arrête pas d'embêter ta mère. Elle veut tes colliers. Ah. Ça fait très professionnel, a-t-il dit comme si sortir ces mots lui demandait un effort physique. Le contrat est réel? Aussi réel que le béton, papa. Une autre longue pause. Écoute, Sabina, bon, ta mère est toujours fragile, mais moi, je pensais. Oui. La constructora. On a le dîner de fin d'année avec les gros clients. On donne toujours des trucs nuls. Des bouteilles de vin, des paniers. C'est ennuyeux. Des trucs nuls. Le même mot qu'il avait utilisé pour mes souvenirs. L'ironie était délicieuse. Je n'ai rien dit. Je pensais, peut-être que toi, tu pourrais dessiner quelque chose pour la société, un détail, quelque chose, tu vois, pour les associés, des boutons de manchette ou un truc avec le logo de la constructora, quelque chose de fin. J'ai failli laisser tomber le téléphone. L'homme qui avait appelé mon travail des bracelets ridicules, un cirque, de l'art avec des pattes, l'homme qui avait planifié de me ridiculiser pour que j'accepte un job de pitié, maintenant me demandait de dessiner les cadeaux d'entreprise de sa précieuse société. Mon ancienne moi, la Sabina d'il y a un mois, aurait pleuré de joie, se serait agenouillée, aurait dit « Oui, papa, bien sûr, ce que tu veux, gratuitement. » Mais cette Sabina était morte le 18 décembre. J'ai souri. Un petit sourire tranquille, pour moi. Merci de penser à moi, papa. Ça ressemble à un projet corporate intéressant. J'ai entendu son soupir de soulagement. Excellent, excellent. Alors, quand tu peux venir au bureau pour en parler? Apporte tes idées. Oh, je ne m'occupe pas de ça, les jeux interrompus doucement. Je suis débordé avec la production de la collection de printemps pour Los Angeles. Je n'ai pas le temps. Mais je peux te donner le mail de mon assistant et chef de projet, Bruno. Tu pourras lui envoyer un brief formel. Nombre de pièces, budget maximum, délai de livraison. Il regardera mon agenda et vous enverra un devis formel. Si le budget est accepté, on pourra fixer une réunion. Le silence de l'autre côté a été total. Veux-tu, assistant? Oui, Bruno. Je t'envoie son mail par message. Passe une bonne après-midi, papa. Je dois te laisser. J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de ma mère, Léonore. Le premier en un mois. Il ne disait pas « Je suis désolé ». Il ne disait pas « Félicitations ». Il ne disait pas « Parlons ». Il disait « Quand vas-tu venir chercher tes saletés de la cave ?» Maria a besoin de place pour les choses de la piscine. Je n'ai même pas pris la peine de lui répondre. Le lendemain, j'ai engagé une société de déménagement professionnel. Pas des amis, pas ma voiture, une vraie entreprise. Je leur ai donné l'adresse de mes parents et la clé de la cave. Prenez chaque boîte avec mon nom. Ne laissez pas un seul papier. Je n'y suis pas allé moi-même. Je ne pouvais pas. Ou plutôt, je ne voulais pas. Je ne voulais plus jamais mettre les pieds dans cette maison. Je ne voulais pas voir leur visage. Cet après-midi-là, les boîtes sont arrivées dans mon nouvel atelier, un espace 3 fois plus grand que mon appartement, au centre de Cholula, avec des plafonds hauts et d'énormes fenêtres. Les déménageurs ont déposé les boîtes couvertes de poussière. Je les ai ouvertes une par une et tout était là. Ma vie. Mes journaux d'adolescente, mes premiers croquis de bijoux, mes livres d'art, les outils usés que m'avait offert ma grand-mère. Et au fond d'une boîte, j'ai trouvé le diplôme, le ridicule prix d'aquarelle du collège, celui que Renata voulait jeter à la poubelle. Je l'ai sorti du cadre cassé,
j'ai lissé le papier jauni et je les regardais. Ils avaient essayé de m'effacer, d'envoyer mes saletés à la poubelle, de me dire que mes réussites ne valaient rien. Ils avaient voulu m'humilier, m'appeler petite fille, me comparer à l'art avec des pattes. Mais l'échec venait de signer un contrat de 3 millions de dollars. La petite fille venait d'être présentée dans El Mexico comme une chef d'entreprise à suivre. L'art avec des pattes était sur le point de se vendre à Los Angeles. Je me suis rendu compte de quelque chose de fondamental en tenant ce vieux diplôme. Il ne m'avait pas détruite. Il m'avait fait le plus grand cadeau de ma vie. La Sabina qui avait vécu dans cette maison, celle qui avait peint ses aquarelles, celle qui avait pleuré dans ses journaux, cette Sabina n'existait plus. Ma famille, en essayant d'assassiner mon estime de moi, avait réussi seulement à tuer la version de moi qui avait encore besoin d'eux. Ils avaient tué la fille faible qui mendiait leur approbation. Ils avaient tué la petite qui voulait juste une tape sur la tête. Et à la place, ils avaient libéré la propriétaire de Corazon de Plata. L'approbation de ma famille n'avait jamais été le prix, ça avait toujours été la cage. Et en essayant de la fermer d'un coup avec autant de violence, eux-mêmes avaient cassé les barreaux. Sans le vouloir, ils m'avaient donné le plus beau et le plus libérateur cadeau de Noël de ma vie. Ils m'avaient donné la liberté de voir enfin ma propre valeur. J'ai mis le vieux diplôme d'aquarelle dans un nouveau cadre, élégant, et je l'ai accroché au mur de mon nouveau bureau, juste en face de mon bureau. Un rappel. Maintenant, la vie est différente. Mon business continue de grandir. Ma relation avec Bruno et mes artisans est plus forte que jamais. Mais la famille, c'est compliqué. Il y a une semaine, ma mère a rappelé. Cette fois, elle pleurait. Elle pleurait vraiment. La famille, c'est la famille, Sabina. Il est passé beaucoup de temps. On a fait des erreurs. On doit rester ensemble. Elle m'a dit qu'elle voulait réparer les choses. Elle m'a proposé que ce soit moi qui organise le dîner de réveillon cette année, dans un restaurant payé par moi. Bien sûr, parce que toi, tu t'en sors si bien, et ce serait un si beau geste, ma petite, a-t-elle dit, et sa voix est revenue à ce ton mielleux et manipulateur que je reconnais maintenant très bien. Et si tu pouvais, tu sais, offrir à chacune de mes invités, celle du comité, une petite pièce de tes bijoux. Quelque chose de petit, pour te faire de la pub, bien sûr. Pour qu'elle voie qu'on t'a pardonné. Je ne lui ai pas répondu. J'ai juste raccroché. Et maintenant, je vous demande à vous, ceux qui ont écouté mon histoire. Son appel est toujours là sur mon téléphone, sans réponse. Est-ce que j'ai eu tort de les exposer comme ça? Est-ce que je devrais leur donner une autre chance? Ou bien une famille qui planifie ta destruction publique cesse d'être une famille, même si elle partage ton sang?